Alors après avoir vu le Michelson en long, large et en travers, il nous reste à voir un dernier type de montage optique, c'est ce qu'on appelle le Fabry-Pérot. Alors, la différence fondamentale avec le Michelson, c'est que le Michelson fait se rencontrer deux ondes, alors qu'avec le Fabry-Pérot, en fait, on va faire rencontrer un très grand nombre d'ondes au niveau du capteur. Comme on va le voir, ça va permettre en fait d'avoir des résultats beaucoup plus fins qu'avec le Michelson. Alors, je vous laisse lire l'introduction. Et donc voilà le principe fondamental du Fabry-Pérot. En fait, on a simplement deux lames parallèles qui sont réfléchissantes mais pas à 100%. Donc on va introduire ici un coefficient de réflexion en énergie R. C'est-à-dire par exemple si R est égal à 0,99, ça veut dire que si on a une seule lame, eh bien il y a 99% de l'énergie qui va repartir. Donc les deux lames qu'on introduit ont un même coefficient R et donc ont également un coefficient de transmission qui est le complémentaire de R, c'est-à-dire par exemple si R est égal à 0,99, et bien évidemment le coefficient de transmission en énergie c'est 1%, 0,01. Alors, donc prenons la situation où le Fabry-Pérot est éclairé par une source de lumière qui est très très loin, donc une lumière qui a priori pour l'instant est monochromatique, à l'infini, donc on a un ensemble de rayons parallèles qui arrivent sur le Fabry-Pérot. Alors, pour simplifier le schéma, je vais juste en faire un. Hop, un rayon qui arrive. Mais en réalité, on a tout un faisceau. Alors, je vais appeler le point juste avant d'arriver au niveau de la première lame réfléchissante, je vais l'appeler O. Parce qu'en fait, ça va être mon point de référence pour toutes les ondes qui vont rencontrer le capteur. Alors justement, le capteur, donc, on va le placer après le Fabry-Pérot. Donc par exemple, on va le placer ici. Donc on va appeler M le point du capteur. Alors, lorsque ce rayon arrive sur le premier miroir, sur la première lame réfléchissante, eh bien, il y a une grande partie qui, évidemment, y réfléchit. Alors pour la clarté du schéma, je vais les décaler, mais en réalité, tous les rayons vont être les uns sur les autres. Donc on a un premier rayon qui part comme ceci. Et donc, il y a très peu d'énergie qui passe à travers la lame, mais malgré tout, il y a quelque chose qui passe. Donc là, hop, on a un premier rayon qui passe. Ensuite, lorsque ce rayon arrive au niveau de la deuxième lame réfléchissante, eh bien, là aussi, il va y avoir, même si lui a une très faible intensité, mais il va y avoir 0,99, en tout cas R, de l'énergie de ce rayon qui va être réfléchi par cette seconde lame. Comme ceci. Mais ce rayon réfléchi, il va être lui aussi réfléchi en grande partie lorsqu'il arrive sur cette lame-là. Donc en fait, on va avoir une espèce de partie de ping-pong, comme ceci, puis comme ceci, etc., etc. Donc, une fois que une partie du rayon est entrée dans le Fabry-Pérot, et bien vu que le coefficient de réflexion d'énergie va être très grand, eh bien le rayon va comme ça faire des allers-retours entre les deux lames réfléchissantes. Sauf qu'à chaque fois, il y a aussi une toute petite partie de l'énergie qui va être transmise. Donc ici, on a le rayon qu'on va appeler le rayon 1, qui va arriver en M. Ensuite, une fois que le rayon a fait un aller-retour, et bien là aussi, il y a une toute petite partie de l'énergie qui va ressortir. Donc rayon 2. Donc je répète, hein, tous ces rayons sont superposés. Donc le rayon 2 arrive aussi dans le capteur. Même chose ici. Il va y avoir un troisième rayon qui va être réfléchi. Après, à nouveau, un aller-retour, etc., etc.
Donc là, on va avoir un rayon petit n. Même chose à gauche. Lorsque ce rayon vient taper sur la lame semi-réfléchissante, eh bien, il y a une très faible partie de l'énergie qui ressort, etc., etc. Mais nous, vu qu'on place le capteur après, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté. En fait, ce qui se passe de l'autre côté, on va pouvoir le déduire grâce à la conservation d'énergie. Donc, intéressons-nous maintenant aux rayons qui arrivent au niveau du capteur. Et donc, on va commencer par essayer d'exprimer les champs au niveau du capteur de chacun de ces rayons. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exprimer ces champs en fonction d'une même référence pour pouvoir les comparer ensuite les uns les autres lorsqu'on va les ajouter pour chercher le champ total. Donc en fait, je vais exprimer le champ de chaque rayon au point M en fonction du champ au point O. Donc, je répète, le point O est juste avant la lame, infiniment proche de la lame, mais juste avant. Donc on va introduire un point A, qui va être juste après la lame, un point B, qui va être juste avant la seconde lame, un point C, qui va être juste après. Alors pourquoi ? Parce que au niveau de la lame, il se passe des choses. Donc c'est pour ça que je vais exprimer ce qui se passe au niveau de la lame en comparant le champ avant et après. Alors allons-y. Donc ici, je pose quelques paramètres. Donc on appelle coefficient de transmission en amplitude T, alors j'ai oublié la barre en dessous parce qu'il est a priori complexe. Donc il rapporte des amplitudes complexes de l'onde après la lame par rapport à avant la lame. Le coefficient de transmission en énergie, c'est en fait le coefficient de transmission en amplitude au carré. Ça se compose. On pourrait le démontrer. Pareil pour les coefficients de réflexion en amplitude et en énergie. Et enfin, je rappelle une formule qui va nous être utile à la fin. Alors allons-y. Donc pour le premier, qu'on va bien détailler, et ensuite évidemment on va chercher une itération. Donc le champ au point M à l'instant T pour le rayon numéro 1. Donc c'est égal au champ qui existait, je l'écris plus loin, au champ qui existait au point O à l'instant T moins le temps de propagation pour aller de O à M via le chemin 1. Sauf que ici, attention, il se passe des choses entre M et O, notamment il y a des pertes en amplitude. Donc il faut ici que je prenne en compte le fait que l'amplitude du champ au niveau du point M ne sera pas du tout la même que l'amplitude du champ au niveau du point O. C'est ça un petit peu la nouveauté par rapport à tous les montages qu'on a vus précédemment. Alors, donc il va falloir exprimer ça. Ici, ce premier rayon, qu'est-ce qui lui arrive ? Quand il arrive au point M, il provient dans l'air, qu'on prendra avec un indice égal à 1, du point C. La distance entre C et M, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on va négliger l'atténuation entre C et M. Pareil, on négligera l'atténuation entre A et B. Ce qui va compter ici, c'est ce qui se passe au niveau des lames. Donc, entre M et C, l'amplitude va rester la même. Par contre, entre C et B, eh bien là, l'amplitude va énormément diminuer à cause de la lame réfléchissante. Et donc, elle va diminuer comment ? Eh bien, on va utiliser le coefficient de réflexion en amplitude. Donc, par exemple, si j'écris la définition du coefficient de réflexion en amplitude, eh bien, on a, de transmission, excusez-moi, vu qu'on traverse la lame, on a le champ en C est égal à T fois le champ juste avant la lame, c'est-à-dire en B. Voilà la définition du coefficient de transmission en amplitude. Si on cherche à exprimer le coefficient de réflexion en amplitude, eh bien en fait c'est le champ juste avant la réflexion, juste après la réflexion est égal à R fois le champ juste avant la réflexion. Donc, en fait, il va suffire de compter ici. Par rapport au point O, que subit l'onde ? Eh bien, elle subit une transmission ici et une transmission ici. Donc, autrement dit, les amplitudes vont être multipliées 2 fois par T.
Donc, ici, vu qu'on néglige l'atténuation due à la propagation, eh bien, l'amplitude du champ au point M pour le rayon numéro 1, eh bien, c'est simplement t carré fois le champ au point O, donc avec, comme d'habitude, le décalage temporel. Donc voilà ce qui change par rapport à d'habitude. Donc maintenant, il faut exprimer le champ au point O avec le décalage temporel. Donc ça, c'est comme d'habitude. Donc on va poser que le champ en haut à l'instant t, donc je le prends comme référence, donc je vais dire que c'est S0 cosinus oméga t, donc avec les complexes S0 exponentielle I oméga t, ce qui fait que là, on va avoir S0 exponentielle I oméga t moins 2pi sur lambda vide fois le chemin optique pour aller de O à M via le chemin 1. Or, qu'est-ce qu'il faut pour aller de O à M? Eh bien, donc ici, la lame est quasiment infiniment fine, donc là, c'est comme s'il n'y avait pas de distance. Donc finalement, la distance, le chemin optique, pardon, ça va être la distance AB fois l'indice de l'air, donc fois 1, plus la distance CM, fois 1. Donc AB, c'est E, et CM, c'est bon, n'importe quoi. Voilà donc pour le champ numéro 1, en fonction du champ en haut. Donc maintenant, on va faire la même chose pour le champ numéro 2, donc de l'onde numéro 2. Donc, à nouveau, ça sera le champ au point O à l'instant t moins taux, le temps de propagation pour aller de O à M, mais en passant par le chemin 2. Et donc, évidemment, il va falloir déterminer l'amplitude. Alors ici, donc le rayon, il arrive en haut, ensuite il passe en A, donc un coefficient de transmission en amplitude. Ensuite, il arrive en B, mais ensuite il repart. Donc il va subir une réflexion, donc on va multiplier par le coefficient de réflexion d'amplitude R. Voilà. Ensuite, il arrive ici, donc on va appeler ça le point D par exemple. Au point D, il subit à nouveau une réflexion, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est ce rayon-là. Donc il subit une seconde réflexion, donc à nouveau, l'amplitude va être multipliée par R. Et ensuite, lorsqu'il arrive ici en E, eh bien, il va être transmis. Donc, pour résumer, 2 transmissions à travers les lames et 2 réflexions. Donc ici, on va avoir t carré fois r carré. Donc après, je vais rapidement oublier de mettre les barres en dessous, puisqu'à chaque fois, en fait, c'est les carrés. Donc si on développe, ça fait t carré fois r carré. Donc je peux utiliser les coefficients en énergie. Donc c'est t fois r fois S0 exponentielle I oméga t moins 2pi sur lambda vide. Et donc le chemin optique pour aller de O à M par le chemin 2, et bien ici, donc le rayon il fait AB, ensuite il refait BD, donc ça fait 2E, puis il refait DE, donc 3E. Et ensuite, il fait à nouveau la même distance CM. Donc finalement, on obtient 3E plus CM. Et ça, pour trouver mon itération, je vais l'écrire directement, parce que je remarque que j'avais E plus CM pour le rayon 1. Et là, j'ai 3E plus CM. Donc je vais plutôt écrire ça sous la forme TR, S0. Là, je vais mettre ensemble tout ce qui va être identique entre les différents rayons. Donc moins 2pi sur lambda vide fois E plus CM. Et donc le seul terme différent, c'est exponentielle moins I de pi sur lambda vide fois 2E. Voilà. Allez, on fait encore le troisième rayon et ensuite on fera le rayon numéro n. Donc le troisième rayon,
celui-ci. Donc qu'est-ce qu'il subit? Il subit une transmission ici, une deuxième transmission ici. Ensuite, il subit une réflexion ici, une seconde ici, une troisième, une quatrième. Donc, on va avoir deux transmissions, donc cette petit t carré, c'est-à-dire grand T. 4 réflexions, donc cette petite r puissance 4, c'est-à-dire grand R à la puissance 2, fois S0 exponentielle I oméga T moins, depuis sur lambda vide, la même parenthèse, exponentielle. Et donc ensuite, en termes de distance supplémentaire, qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait 2 E ici. Non, pardon. Donc ça, c'est la distance E que parcourent tous les rayons. Ensuite, il y a 2 E ici, et à nouveau 2 E ici. Donc en tout, ça fera 4 E. Voilà. Donc c'est pareil pour tous les rayons. Donc on va chercher l'itération, et ensuite on va en déduire le champ total, puis l'intensité captée au niveau du point M.